J'ai ça, mais le problème, c'est qu'il va s'éteindre, hein. Ordi, donc ça va. Il est 10h01, qu'est-ce que... J'ai cassé ces magnifiques éléments. Bonjour à tous, merci d'être venus avec nous retrouver. Alors, nous avons la chance d'avoir avec nous deux grandes spécialistes de l'œuvre de William Klein, Raphaël Stopin et Florence Tissot. Merci de les accueillir. Et donc, je vous les présente. Raphaël Stopin, à ma gauche, est directrice du Centre photographique Rouen-Normandie et commissaire d'exposition. Elle a réalisé ces dernières années de nombreux projets avec William Klein et son studio, à la Villa Noailles hier, à Madrid, à Barcelone et même à Séoul. Florence Tissot est commissaire d'exposition à la Cinémathèque française. On peut citer les expositions Viva Varda, Cinémode par Jean-Paul Gaultier et Chris Marker, 3 expositions qui lui ont valu de rencontrer William Klein. Voilà. Alors, pour les amnésiques, je rappelle très rapidement le parcours de William Klein. Né en 1926 à New York. Oh là là. Attendez, excusez-moi. Ça s'éteint. Voilà. Alors, William Klein, né en 1926 à New York, gamin précoce, adolescent cinéphile, il débarque en 1947 à Paris, où il épouse Jeanne, qui travaillera longtemps avec lui, puis il se lie d'amitié avec Chris Marker et Alain Resnais. D'abord peintre, il se fait connaître grâce à son mythique livre de photos New York en 1956. Il devient alors photographe de mode pour Vogue, réalise son premier film, le court-métrage Broadway by Light, en 1958, puis il tourne une série de reportages pour l'émission 5 colonnes à la une. Mais c'est en 1965 qu'il s'impose comme cinéaste avec Qui êtes-vous, Polymagou, splendeur plastique et impitoyable satire des manipulations médiatiques. Ces films suivants auront toujours un sévère cahier des charges politiques, tant les fictions que les documentaires. Voilà. Alors justement, Raphaël, on peut peut-être s'arrêter sur la rencontre avec Chris Marker, dont il faut rappeler qu'il était alors éditeur au Seuil au moment de leur rencontre. Alors, bonjour à tous. Oui, donc effectivement, William Klein va rencontrer Chris Marker à l'occasion de l'édition de son livre New York, dont on va voir quelques planches. Alors, je m'arrêterai un petit peu sur cet ouvrage qui est vraiment extrêmement important, la première publication de William Klein. Alors, on peut noter de manière assez intéressante que pour son premier projet photographique, en fait, William va rentrer aux États-Unis pour donc réaliser ce qu'on considère a priori, et à juste titre, comme un portrait de la ville de New York. Mais on va le voir que c'est aussi finalement sa première œuvre qui traite très directement des médias, qui est de notre conversation. Donc pour ce projet, en fait, qui a été réalisé en 1954-55 sur 3 mois de prise de vue, en fait, William, qui était donc américain déjà, résident, établi depuis plusieurs années à Paris, va retourner à l'invitation d'Alexander Lieberman à New York et réaliser cet ouvrage, notamment parce qu'il était hébergé par Vogue et bénéficiait de pas mal d'avantages, d'accès au laboratoire, d'équipements, etc. Et donc, il va inventer là-bas une nouvelle façon de photographier, en sachant que, alors quelque chose peut-être qu'on n'a pas évoqué réellement en préambule, c'est le fait que donc William Klein aborde la photographie en peintre. C'est-à-dire que contrairement à certains de ses contemporains célèbres qui étaient photographes de formation, on va dire, ou en tout cas qui n'aspiraient pas à une autre carrière artistique,
William est vraiment entré en art par la peinture et ça va vraiment conditionner aussi son rapport à la photographie et sa capacité à l'aborder sans avoir, on va dire, à désapprendre certains habitus, mais au contraire à l'appréhender avec énormément de liberté. Et il va inventer ce nouveau langage dont le livre témoigne, avec beaucoup d'accidents, vraiment une volonté d'aller fort vers le décadrage, le flou, le grain, donc de tordre comme ça les habitudes qui étaient liées aussi à la prise de vue au 24-36. Et il va notamment utiliser le grand angle pour toutes ces prises de vue et réaliser donc d'emblée, la finalité pour lui, hein, d'emblée, c'était le livre photographique. Et il va réaliser cette maquette. Alors, on voulait aussi vous montrer un document qui est finalement assez peu connu encore à propos de ce livre, qui est la maquette originale du livre, qui a été montrée récemment à l'occasion d'expositions rétrospectives et qui finalement témoigne réellement de cette recherche qui était celle de William sur une inclusion dans l'objet livre aussi de tous les aspects de la ville et très particulièrement aussi de cette présence médiatique, publicitaire par les signes urbains qui traversent et qui marquent toute la ville de New York et qui avait évidemment été déjà photographiée par le passé, depuis les années 20, mais qu'il va vraiment, lui, pousser à l'extrême dans cette maquette. Et donc, dans ce sens-là, évidemment, c'est un portrait de ville. Et puisqu'il éditera, vous le savez, par après, beaucoup de livres dédiés à d'autres grandes villes, c'est tout à fait juste de le considérer aussi comme un portrait de New York, mais c'est aussi réellement la première fois qu'il va traiter de cette manière-là la société médiatique. Et qui est donc intéressant, effectivement, c'est que c'est un abord de la photographie par réellement son inscription dans la société des médias. Et ça, il va l'embrasser vraiment de manière comme ça, pleine et très entière. Là, ce que vous pouvez voir, c'est le layout, le chemin de fer initial réalisé par William. Et donc, c'est avec ces éléments-là qu'il vient au seuil où agissait l'enfant terrible Chris Marker, qui va soutenir le projet. Alors, Klein a beaucoup parlé de cette première rencontre qui l'avait vraiment marqué parce qu'il arrive dans un bureau qui a été maintes fois décrit avec voilà, toutes les soucoupes volantes et le pistolet en plastique à la ceinture, etc. Et donc, Chris Marker, qui a cette petite collection chez Seuil qui s'appelle Petite Planète, dédiée à des pays ou des villes, va prendre sous son aile, on peut dire, le projet et va s'attacher à le faire paraître dans la version la plus fidèle aux souhaits de William. Donc c'est vraiment ce projet finalement qui va avoir un retentissement immédiat, qui va établir William Klein en tant que photographe. Alors justement, le nom de Chris Marker nous permet de rebondir de la photographie au cinéma, puisque c'est avec cette rencontre de Chris Marker qu'il va rencontrer certaines personnalités du cinéma, n'est-ce pas Florence? Oui, Chris Parker est important pour William Klein parce que c'est lui qui présente son ami, qui lui présente son ami Alain Resnais et également Agnès Varda. Et qui sont des jeunes cinéastes à l'époque qui n'hésitent pas à faire des films en s'emparant de la forme courte, du 16 mm, du documentaire, voire d'autoproduire leurs films, comme c'est le cas pour le premier long métrage d'Agnès Varda qu'elle fait en créant une coopérative de production. Et c'est vrai que cette manière de faire du cinéma va en quelque sorte légitimer William Klein, qui se dit à ce moment-là, ben, pourquoi pas moi. Et c'est effectivement en 58 qu'il va tourner ses premiers rushs, qu'il va d'abord montrer à Alain Resnais et Chris Marker et qui deviendra Broadway Light, et qui est un film
assez intéressant à mettre en regard avec le film New York, puisque c'est un peu comment dire, c'est une sorte de la mise en scène cinématographique et une sorte de mise en scène typographique, un peu comme New York était pensé comme une sorte de film imaginaire en quelque sorte. Et c'est pas étonnant qu'il se soit, comment dire, qu'avec Chris Marker, qu'ils aient fait affaire assez vite pour ce film, puisque sur le premier livre, pardon, puisque Chris Marker, qui est un homme un peu touche à tout et qui était effectivement aux éditions du Seuil et qui voilà, éditait une collection de petites planètes qui était une série de guides de voyage et une refonte totalement inédite de ce que c'était qu'un guide de voyage, avait une vision totalement inédite, enfin, éditoriale totalement inédite, et considérait le livre comme une forme artistique à part entière. Et Chris Marker dit beaucoup de choses de William Klein, notamment parce que dans ces séries de livres, on sent l'influence du cinéma. Et dans les films de Chris Marker, qui étaient déjà passés à la réalisation, on sent l'empreinte de ses choix éditoriaux. Et ça sera aussi le cas chez William Klein. Et c'est ces deux artistes qui comment dire, font un peu fi des catégories artistiques traditionnelles pour mieux, en quelque sorte, tisser des liens, affirmer des thèmes, des préoccupations à travers différents supports. Et je crois que ils ont vraiment cette vision commune de l'art, qui est une vision très désacralisante, en fait, de l'art, puisque dans leur imaginaire se côtoient aussi bien, eh bien la peinture de musée que la bande dessinée, la statuaire grecque, que voilà, le cinéma, l'image animée, l'image fixe. Et c'est vraiment l'idée de la multidisciplinarité comme modernité, qui fait toujours sens beaucoup aujourd'hui, et de l'artiste très polyvalent. Donc, ils ont cette connivence esthétique, mais aussi politique, puisque quand William Klein rencontre Chris Marker, Chris Marker et Alain Resnais ont réalisé un film très important qui s'appelle Les statues meurent aussi, en 1953, qui est une commande de présence africaine, donc un foyer intellectuel qui réfléchit beaucoup, notamment autour de la notion de négritude. Et dans ce film, Marker et Resnais posent la question que travaillera plus tard aussi Klein d'une autre manière, de pourquoi les arts africains sont exposés au musée de l'Homme et l'art occidental au musée du Louvre. Donc c'est aussi des affinités politiques, et par rapport à Agnès Varda, c'est intéressant aussi de les mettre en regard, parce que bon, déjà ils sont strictement contemporains, ils sont nés tous les deux en 28, ils ont aussi ce désir, un peu comme Chris Marker, de mettre de mettre de la distance avec leur famille, avec un milieu et des valeurs avec lesquelles ils ne se reconnaissent pas, pour créer une nouvelle famille. Et aussi beaucoup d'humour, bien sûr, mais aussi l'idée qu'un film, c'est avant tout une expérimentation. C'est pas un plan de carrière. Donc on est vraiment très loin de je sais pas, des Truffaut, des Chabrol qui réalisent un long métrage de fiction par an, des cahiers du cinéma, enfin de personnalités qui détestent pas le pouvoir, avec Klein et toute la clique un peu de ce qu'on appelle aujourd'hui ce qu'on appelait le groupe Rive Gauche. Il y a vraiment une communauté d'esprit entre des jeunes cinéastes et artistes qui touchent un peu à tout et qui ont une forme d'engagement et le cœur à gauche. Voilà, donc c'est un peu dans cet environnement avec Delphine Seyrig, etc., que Klein va se mettre derrière la caméra. Alors justement, on va partir maintenant de Klein cinéaste avec ce film qu'il a mis sur la carte comme cinéaste, qui est de vous, Polymagou. Donc c'est un film, alors effectivement, c'est un rapport avec aussi un art qui n'était pas forcément vu comme noble, la mode, et lui-même peut-être portait un regard assez ambivalent, voire critique, sur les mœurs de ce milieu-là dans ce film. Mais surtout, au-delà de ça, c'est un film qui dénonce la société du spectacle. Et donc, est-ce que toi, Raphaël, tu peux nous parler du film Qui êtes-vous, Polymagou? Alors oui, donc Qui êtes-vous, Polymagou,
C'est finalement dans la carrière de William Klein, ce film qui arrive après à peu près, on va dire 10 ans de photographie de mode, hein. Donc il était vraiment, en 1965, ce grand photographe de mode, pour Vogue, avec donc une collaboration qui remontait à peu près à 1955, toujours avec, Alexander Liberman, qui l'avait mis, sur ce terrain d'expérimentation-là. Je ne vais pas dire à son corps défendant, mais en tout cas, ce n'était pas un plan de carrière, hein, réellement. Et finalement, voilà, il va y aller assez franchement, avec quand même beaucoup de plaisir aussi, parce qu'il appelait ça un peu la photographie riche, c'est-à-dire que c'était là où il pouvait expérimenter, avoir accès à des équipements qu'il n'aurait pas forcément abordés en dehors de ce contexte-là, des équipes, des moyens pour créer des décors, des mises en scène, etc. Et ça, finalement, c'est ce qui va lui mettre aussi en plus, effectivement, de ce compagnonnage avec Chris Marker et d'autres, le pied à l'étrier pour vraiment passer à l'acte et devenir cinéaste. Et puis, donc, en plus de cette expérience dans la photographie de mode, il y a aussi le fait qu'il fréquente un petit peu l'ORTF, en travaillant notamment pour 5 colonnes à la une, avec lesquelles il aura certains déboires, notamment de censure. Et donc, ça va créer comme ça une sorte de spectre d'attention toute particulière pour à la fois la mécanique du système de la mode et puis aussi de la télévision, qui était ce grand média en voie de développement. Alors, ce que vous voyez à l'écran, ce sont quelques photographies qu'on a sélectionnées spécifiquement parce qu'elles mettent en scène Dorothy McGowan, qui est donc le mannequin, donc mannequin pour Vogue, qui a été très photographié par William Klein lui-même et qu'il avait choisi pour incarner sa Polly Magoo, de manière très programmatique, puisque le film donc passe son temps comme ça à réaliser des allers-retours entre réalité et fiction. Alors donc, qui êtes-vous, Polly Magoo? Je vais tenter le résumé parce que c'est un film gigogne, mais donc voilà, donc Polly Magoo, qui est une sorte de top modèle comme ça, superstar, se voit consacrer un numéro d'une émission de télévision qui est Qui êtes-vous, et qui s'intéresse chaque semaine ou chaque mois, je ne sais pas bien, à une personnalité, et en passant du coq à l'âne, le pape une semaine et un top modèle la semaine d'après. Et donc on voit cette jeune femme devenir l'objet d'études de plusieurs corps, donc notamment une équipe de télévision, mais aussi l'équipe de télévision va se rendre par exemple chez un anthropologue, ethnologue. Enfin, il y a donc toute une mise en abîme comme ça de ce système de la mode, des médias et même de son analyse. Et alors, ce qui est très savoureux et qui rend l'objet aussi assez complexe finalement, c'est que on peut voir, alors notamment dans ce photogramme où on voit Polly devant son mur d'images dans sa chambre. Voilà, donc là, c'est donc un plan du film, hein, où on voit Polly qui pose dans sa petite chambre parisienne avec donc son mur d'images où elle a assez sûrement fièrement comme ça posé des photographies de mode, et on y découvre donc aussi des photographies de mode réalisées par William Klein lui-même. Donc encore une fois, cette mise en abîme, et par ce geste-là, finalement, William Klein se met comme partie intégrante de ce cirque médiatique qu'il vient décrier, alors de façon à la fois tendre et très caustique aussi. Alors voilà, on a souvent réduit ce film à effectivement une satire de la mode, alors chose qu'il fait très bien, mais encore une fois, c'est effectivement un objet bien plus complexe parce que on y voit notamment dans plusieurs plans, en fait, la télévision qui est présente, l'objet télévision, je veux dire, avec donc les protagonistes qui se retrouvent aussi dans la télévision. Donc encore une fois, cette mise en abîme incessante, et donc cette description assez
assez nette et qui reste d'une actualité vraiment saisissante quand on le voit aujourd'hui, parce que ça parle même de télé-réalité. Et donc, c'est la description de cette civilisation du reflet. Il y a un très bel article qui était paru à la sortie du film qui parlait de ça, justement, d'une société qui ne produisait qu'une auto-auscultation stérile. Et bon, bah voilà, on en est un peu toujours, on n'en est pas sorti, quoi. Et là, ce qu'on peut voir à l'écran, ce sont des photographies de plateaux et qui se confondent aussi avec certains plans du film, hein, puisque outre le fait de mettre en scène une équipe de télévision, il met aussi en scène des shootings de mode avec des photographes de mode célèbres qui vont se prêter au jeu aussi, notamment Louis Forer. Il y a une scène très drôle sur les toits de l'Opéra de Paris où William Klein s'amuse aussi de toute la démesure de ces photographies de mode et de ces séries qui sont alors pratiquées. Ce qui est effectivement, on a souvent réduit ce film à un regard très caustique sur la mode, parce que c'est une partie aussi très, comme tu le disais, très, très savoureuse. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en effet, il dépeint un milieu professionnel et un milieu social comme étant très excessif et en grande partie ridicule. Le ridicule étant incarné par ses protagonistes les plus en vue, donc en l'occurrence des rédactrices en chef un peu mégalomaniaques, des créateurs ou des couturiers misanthropes, et puis des clientes exaltées, le tout étant dans une espèce d'hystérie un peu collective. Mais il a un discours beaucoup plus nuancé sur la mode, parce que ce film, donc, qui raconte l'histoire de cette télévision qui consacre un article à une mannequin, et donc qui, derrière cette mannequin, veut faire un portrait de la mode. Effectivement, la télévision convoque plusieurs pseudo-spécialistes, dont Klein qui ont des discours très définitifs sur la mode, et donc Klein se moque aussi. Notamment, il y a un sociologue qui est vraiment la caricature du sociologue, parce qu'il est très verbeux, il a des grosses lunettes, je pense, il doit avoir un chandail, enfin, je me souviens plus très bien, mais en tout cas qui définit la mode comme un combo de, je crois, fétichisme, souffrance et mutilation, quelque chose comme ça. Et donc, Klein s'en moque, et il y a un autre passage aussi où il donne la parole à des commentateurs un peu plus âgés, dont on ne sait pas tellement pourquoi ils sont légitimes pour parler de la mode, au milieu desquels surgit Geneviève Tabouy, et ça, c'est aussi tout le bonheur donc, qui était une journaliste de la Résistance, et c'est tout le bonheur de l'œuvre de Klein aussi, de faire surgir des personnalités comme Violette Leduc, enfin, qui ont derrière elle aussi toute une œuvre et un imaginaire. Mais ces trois donc commentateurs un peu plus âgés, en fait, critiquent la mode qui est celle de l'époque des années 60, en l'occurrence Courrèges, Cardin, donc qui était une mode assez tubulaire ou adolescente, et dont l'androgynie gêne ces vieux commentateurs, parce qu'en fait, ils ne peuvent plus reluquer les formes généreuses des femmes qui étaient mises en valeur dans une mode préalable plus cintrée et corsetée. Donc, en fait, en multipliant ces critiques, déjà, on voit que le film montre que Klein connaît évidemment très, très bien la mode, mais du coup, il est aussi jamais moralisateur sur la mode, et puis sur plus globalement le paysage médiatico-culturel qu'il critique. Et peut-être la seule qui échappe réellement à ces critiques féroces, c'est Polymagou. Enfin, il y a quand même une misogynie ambiante qui est partagée par à peu près tous les protagonistes et analystes, qui est vraiment dépeinte de manière très, très féroce. Et plus encore l'équipe de télé que le créateur de mode. Alors, on va peut-être se faire plaisir là avec un extrait de Polymagou. Bon, Miss Maxwell. C'est des photos. Yes. C'est urgent. C'est ça. Au revoir.
Divine. Divine. Mais madame, nous ne ramonons pas, il n'y a pas de ramonage. C'est impossible. Qu'est-ce que c'est? C'est une robe. C'est moi qui l'ai faite. Je suis couturier. C'est affreux. Madame, j'ai du talent. C'est ça qui est affreux. Je vais l'arranger, votre robe. Arrêtez-le, elle est folle. Le cas de Polly. Cheveux fins et fragiles de bébé, cassants et mous. La bière donne de la tenue, le citron de l'éclat. La bière aussi. Comment faire? Si les ailes de votre nez sont délicates et mobiles, et si elles sont capables de frémir comme les naseaux d'un cheval, alors vous êtes né sous le signe de la chance. Votre bouche est-elle grande, bien dessinée, droite, avec les coins légèrement relevés? Votre visage s'inscrit-il dans un cercle? Tout ce qui est rond est bon. Le sourcil est la clé de voûte de votre œil. Retrouvez l'équilibre de votre visage. Redistribuez vous-même ombres et lumières. Vous ne vous doutez pas de ce que peut être votre regard. Méfiez-vous. Vos yeux sont bavards. En un clin d'œil, ils disent tout. Adieu, rasoir. Alors, on va rester dans cette veine peut-être de dénonciation de la société du spectacle, Florence, en évoquant deux autres films de William Klein qui sont Le couple témoin et Mr. Freedom. Oui, alors, juste peut-être un tout petit mot sur cet oui. extrait qu'on vient de voir, parce qu'il est très emblématique enfin, formellement, j'en dis juste quelques mots parce qu'il est très emblématique de l'invention narrative et formelle de Klein. Bon, là, c'est vraiment un film où ça court, où ça crie, où ça saute. Voilà, c'est un film qui est très dynamique et qui est aussi composé d'éléments très hétérogènes. Et là, juste cet extrait montre des séquences de nature très différentes. On commence avec une scène burlesque, hein, avec cette explosion dans la cheminée, la suie qui vient sur les visages des différents membres de la rédaction de ce magazine. Tout ce qui est voilà, la course-poursuite, le lit qui s'effondre, les papiers qui sont renversés par terre, voilà, le magazine déchiré, on est vraiment dans le registre du burlesque, hein, complètement. Et juste après suit une séquence qui est en elle-même très hybride, qui est entre la réclame publicitaire et le morpho-psychologisme, je ne sais pas comment dire, au cours de laquelle Klein se paye quand même un regard caméra, et puis l'image se filme et se fixe, pardon, et se superpose de dessins et de collages photos. Donc on est là dans plutôt le registre du cinéma expérimental ou de l'animation avec des compositions graphiques. Donc on est dans cette espèce de boulimie stylistique assez réjouissante, mais qui est aussi pas du tout gratuite, hein, puisque c'est pour raconter l'excès de ce milieu, de la mode, de la société du spectacle. Klein invente en fait un récit qui est en lui-même très cacophonique, avec en balayant très allègrement l'idée que une fiction, c'est comme ça l'est d'habitude, c'est des codes narratifs et formels qui font que c'est un monde diégétique, clos, cohérent. Et là, il va intriquer la réalité, la fiction de manière très innovante pour en faire un objet qui est, oui, un espèce d'ovni, c'est-à-dire une espèce
on pourrait dire, de fiction un peu méchamment réelle, qui touche aussi aux contes de fées, tout en dépeignant des milieux de manière faussement documentaire. Enfin, c'est vraiment un film très précurseur, qui raconte aussi beaucoup de choses de la société, mais qui est très, dans sa forme, qui est vraiment de l'ordre d'une invention du cinéma, quoi. Oui, c'est intéressant parce que cette hybridité-là, elle était déjà en germe dans le livre de New York où il y avait vraiment des doubles pages qui faisaient très cartoon, d'autres qui se référaient davantage au tabloïd. Et il y avait vraiment cette envie énoncée d'emprunter vraiment une esthétique. Il parlait souvent du Daily News, quoi, qui était aussi le journal dans lequel, par exemple, Luigi travaillait. Et donc, cette imprégnation comme ça des différents codes médiatiques, elle est aussi présente dans la structure narrative très chaotique, mais de Polymagou, avec, par exemple, le registre du roman photo, avec le personnage de Sami Frey qui joue ce prince qui est un peu inspiré, qui serait inspiré du Shah d'Iran, version point de vue image du monde. Enfin voilà, il y a tous ces codes effectivement qui se juxtaposent. On a aussi ce recours aux prises de vue dans la rue, sans aucun filtre ni mise en scène. C'est-à-dire qu'il joue vraiment sur tous les registres Voilà. visuels. Il y a cette scène vraiment hyper savoureuse de Sami Frey qui va serrer la main comme ça dans un défilé qu'en fait William Klein avait bombardé dans un défilé du 11 novembre 65, où il l'amène voir un groupe comme ça d'anciens combattants rassemblés. Et puis, donc, c'est une sorte d'improvision totale, piratage d'un vrai défilé de 11 novembre. Et tout ça, donc, effectivement, juxtaposé dans quelque chose qui était quand même inédit pour ce temps. Oui, inédit. Puis, oui, inédit. Et j'ai oublié de parler aussi de ce regard dans le miroir, mais ça dit aussi beaucoup d'un sujet important du film et qui revient un peu dans ces autres films sur la société du spectacle, qui est un peu la dissolution de la subjectivité dans cette société du reflet. Et aussi de l'instrumentalisation du corps des femmes, dont il est question aussi, je trouve, de manière assez subtile dans différentes séquences, notamment quand Polymagou est harcelée dans la rue, quand l'équipe de télévision pénètre chez elle sans prévenir. Il y a là, quand on le regarde aujourd'hui au prisme de questionnement qu'on a peut-être un petit peu plus, qu'on a même aussi appareil photo, puisqu'il y a cette idée aussi de montrer un petit peu plus de photographes femmes. Je trouve que c'est un film aussi qui est qui est un peu du bon côté, on va dire, de ce niveau-là. Et sinon, on peut passer à Mr. Freedom. On pourrait parler de Polymagou toute la nuit, mais on va quand même essayer de faire de la ouais. place à la suite. Donc, oui, le couple témoin et Mr. Freedom, c'est un film donc, qu'il réalise un petit peu plus tard, qui tourne en 1968, et un peu dans la foulée et un petit peu en réaction à un film collectif qui s'appelle Loin du Vietnam, qui est encore un projet qui est porté par Chris Marker. Donc un film qui est très engagé contre l'hégémonie américaine et la guerre au Vietnam. Et Klein en fait un bilan un petit peu mitigé, notamment parce que c'est un film à sketch qui a été relativement peu diffusé. Mais pour autant, c'est une période très importante et c'est une contribution importante pour Klein parce que c'est un moment très fort je crois, de politisation. Et un peu en réaction à ce projet auquel participent Godard, Joris Ivens, Varda, etc., il décide de faire un film aussi sur ce même sujet, mais un film qui serait voilà, très coloré, qui est un peu d'agit-prop, une comédie qui s'inspire beaucoup de la forme du comics, enfin de la bande dessinée, enfin, en reprenant la simplicité et le caractère très impactant de la bande dessinée pour, disons, parler de ce même sujet, mais en rigolant. Donc tout dans ce film, des comportements, des dialogues, des costumes, et un peu dans la farce et dans la simplicité, hein, collé à cette esthétique du comics, et
dedans, comme on le voit là sur l'affiche, joue donc Serge Gainsbourg, mais aussi Delphine Seyrig, qui était une amie de William Klein, qui avait aussi vécu aux États-Unis. Enfin, ils étaient très proches, et qu'il met en scène comme une vampe à la con, je crois qu'il décrivait un peu comme ça, une sorte d'agent double et qu'il utilise de manière totalement inédite et un peu à contre-courant par rapport à son image un peu glacée qu'elle avait depuis l'année dernière à Marienbad. Et donc c'est un film, comment dire, voilà, qui met en scène un espèce de Superman envoyé à Paris pour sauver la France du communisme. Et voilà, et tout est très, comment dire, je parlais de simplicité, mais disons que l'ambassade américaine, c'est un supermarché, donc le consumérisme et l'idéologie. Et quand j'avais rencontré William Klein, donc Trump était encore au pouvoir et voilà, il disait bon, c'est en fait cette espèce de Superman qui déverse son idéologie de la propriété, du non-partage, du mépris. On préfère détruire plutôt que donner. Enfin, ça restait toujours une figure voilà, redoutable et très actuelle. Voilà, donc c'est un film aussi qui résonne à plein d'égards encore aujourd'hui, et qui, dans la forme, on retrouve beaucoup de choses de sa photographie aussi, c'est-à-dire qu'on est dans le plein, tout va dans tous les sens. Et je crois que Chris Marker avait un projet très peu de temps après d'une sorte de remake de Star Trek où le vaisseau spatial serait arrivé pas loin de la Terre, et au moment de mai 68, on est vraiment dans ce même esthétique et envie de rigoler avec des formes populaires, et dans ce moment de 68, post-mai 68. Il y a aussi des scènes qui sont tournées. Il y a une scène de manifestation pendant le 1er mai 68. C'est d'ailleurs cette scène-là, en fait, qui l'amènera aussi à poursuivre. Alors, on ne va pas aborder Grand Soir, Petit Matin, mais à poursuivre le tournage, et à aussi témoigner dans ce cinéma direct des événements de 68. Et juste peut-être un mot rapide sur le couple témoin, dans cette idée de dénonciation aussi de la société du spectacle. Oui, alors Le couple témoin, c'est un film un peu plus tardif qui réalise, je crois, en 77, avec deux acteurs principaux, André Dussolier et Anémone, qui incarnent un couple de Français lambda qui sont étudiés dans un appartement témoin sous le regard de sorte de psychosociologue qui s'appelle, je crois, des psychofuturologues. Hein, donc on est encore dans le registre aussi de l'exagération, de la farce. Et le sujet, c'est en gros les effets du capitalisme au quotidien, c'est-à-dire le bonheur programmé, l'uniformisation des désirs, des goûts, et comment cette société du spectacle est organisée avec des médias dominants comme la télévision, des experts ou des pseudo-experts qui normalisent un peu tous nos rêves et nos désirs et nos modes de vie, et qui eux-mêmes dont le discours est totalement instrumentalisé par des politiciens à des fins libérales, c'est-à-dire pour mieux planifier la productivité, en gros. C'est ça le sujet. Et donc, ça résonne aussi encore, bien sûr, encore beaucoup aujourd'hui sur, je pense, ces mêmes questions, ou même avec les réseaux sociaux. Enfin, déjà, c'est un film qui anticipe énormément la télé-réalité, telle qu'elle est aujourd'hui, et parle aussi beaucoup de la manière dont on peut parfois avoir l'impression que notre vie où nos désirs sont dissolus dans une pseudo-vie illusoire, un peu programmée par des industries culturelles. Donc c'est un film qui est toujours très, très d'actualité et très plaisant à voir. Alors là, je crois qu'on avait un petit montage avec les deux films. Ok. Il arrive, le voilà. Monsieur Prud'homme. Quiet, everyone. I present Teddy Dripdry. Teddy. Betty Buffer. Hello. Corporal Dick Discount.
Johnny Cadillac. Roger Dropout. Sheila Ian. Jock the Turtle. Randy Getty. Hello. Freddie Freak. Présent du monde, The Fraternity Brothers. les frères Bartoli, And Mr. Drugstore. et Monsieur Gaston. Ladies and gentlemen, Mesdames we et are messieurs, proud and deeply moved to present to you tonight for the first time in Europe his all-star one-man show. on vous présente le souche solo. Mr. Free Star. Liberté. Nous allons créer un centre urbain pilote, un CUP, conçu pour que ses habitants soient satisfaits. Vous avez donc été choisis comme les usagers types de l'an 2000. Nous voulons connaître en fait vos désirs, vos angoisses. Nous voulons mesurer le coefficient d'intégration de votre personnalité sociale de base. Je pense que vous ferez tout pour nous aider et ce faisant, vous aiderez vos concitoyens, vous aiderez la France. Bien, maintenant, calmez-vous et parlez avec des chiffres. Avec des chiffres. Alors, c'est une partie de rigolade. 33, 22. Claudine, Jean-Michel, merci. Ok, alors je vois que l'heure tourne, donc on va maintenant aborder notre dernier gros chapitre qui est la représentation de communautés invisibilisées, notamment la communauté afro-américaine dans le sillage du mouvement des droits civiques. Et là, pour ça, on a choisi de focaliser sur le film Mohamed Ali. Oui, alors effectivement, donc, dans son engagement politique, William Klein va se positionner très tôt comme un peu la voix de la communauté noire américaine dans la représentation cinématographique en tournant dès 64, hein, donc avant Polymacou, un film moyen-métrage sur Mohamed Ali, qui était à l'époque encore Cassius Clay, hein, puisqu'il se convertira à l'islam et deviendra Mohamed Ali un an plus tard. Et donc, il va réaliser ce premier film, alors effectivement, par effet comme ça de rebond, c'est toute la communauté noire américaine à laquelle est donné un visage, mais plus qu'à la communauté invisibilisée, pour reprendre un terme d'aujourd'hui, c'est surtout justement à une figure très médiatique hein, qu'il va s'intéresser et à la façon finalement dont cette figure médiatique a été façonnée par le système et va se dérober à cette image construite. Et donc, le film, en fait, Mohamed Ali The Greatest, est réalisé après donc une deuxième partie qui est ajoutée à la première et qui vient témoigner du combat contre
contre Foreman à Kinshasa, notamment, et donc qui met en scène Mohamed Ali, qui est devenu finalement plutôt la bête noire des médias, parce que donc ami et militant au sein des Black Panthers, et qui est devenue cette voix très, très forte, effectivement, pour la défense des droits civiques, et porte-parole de la communauté noire, contrairement à ce que le système médiatique s'était appliqué à faire, à le contraindre comme ça dans une image beaucoup plus policée, on va dire, au début des années 60. Et donc ce film sera vraiment le grand film sur Ali. Oui, donc c'est formellement, là encore, on retrouve un style qui est très, comment dire, caméra épaule. Klein est au plus proche des personnes qu'il filme. Il est tout le temps en mouvement. Il n'hésite pas à faire des gros plans, des plongées, des contre-plongées. Enfin, on est dans un peu une esthétique toujours un peu très très impactante. Et il fait comme souvent, c'est-à-dire il prend un point d'observation qui est souvent un point d'observation qu'il aime bien, qui sont les coulisses. Donc il va filmer Cassius Clay dans des moments de répétition, au moment de la pesée, voilà, des moments de repos ou de préparatoire au combat. Et il arrive à faire le portrait donc de ce personnage qui est très étonnant, qui est effectivement un personnage combattant, qui n'a pas peur, qui effectivement n'est jamais dans un rapport de gratitude par rapport donc aux Blancs qui l'ont amené à cet endroit-là. Donc une figure rebelle. Donc il va notamment refuser d'aller au Vietnam avec une formule un peu célèbre de No Vietnamese ever call me a nigger, qui est un engagement qui lui a beaucoup coûté, puisqu'il a en termes de carrière. Donc il fait ce portrait étonnant. Je pense que la boxe en général, il me semble que Klein avait fait lui-même de la boxe, mais au-delà de cette expérience personnelle, je crois que c'était aussi un sport et un spectacle qui l'attirait aussi, parce que il touchait des personnes de dans différentes couches sociales, en générant aussi beaucoup de ferveur. Mais en fait, ce qu'il arrive à faire aussi, c'est au-delà de ce portrait, c'est d'aller voir plus loin et d'aller voir aussi ce qu'il y a derrière, ceux qui tiennent les rênes, les pontes, la mafia, les sponsors dont il arrive à révéler la fausseté de leur élément de langage, et dont, selon ses propres mots, qui investissent sur des boxeurs noirs comme on pourrait investir sur des chevaux. Donc c'est aussi un regard très acéré, très fort, et qui résonne évidemment aujourd'hui encore avec la manière dont on parle des communautés, dont on les représente, et tous les mouvements sociaux qui sont à l'œuvre encore aujourd'hui. Finalement, il y a aussi ce parallèle qu'on peut faire entre la figure de Mohamed Ali et la figure fictive de Poli, qui était aussi une vedette qui polarisait comme ça toutes les attentions d'une société. Et d'ailleurs, on en revient à l'extrait de Poli avec tous ces visages qui se superposent aux siens. C'est presque la mise en scène littérale du transfert qu'on peut faire sur ces personnalités-là. Donc effectivement, au-delà de la personne en elle-même, c'est aussi le portrait complexe des États-Unis, de la société américaine dans les années 60, tournant 60-70. On va regarder un extrait de Mohamed Ali. Struggle, young man. Right. Oh, man.
Ah ouais, bah donc. Dance for the crown. Dance for it. The world is watching you. The champ. The biggest sporting event ever been held on the face of earth. I'm the champ. Yes. I'm the biggest thing in history. President of the I'm the United States. king. The queen, is that the queen of The it? Beatles. The Beatles. King. The Beatles. The Beatles gave nothing but The Beatles want my autograph. Yes, they did. I'm the king. King of the ring. Cut that mustache off. I don't even shave yet. Yeah. Champ. How'd your leg go give you a commercial? Ain't that a shame? Don't even shave. Say you're mad because your leg won't give you a I'll give you a commercial. commercial. Because I don't shave. Dancing and jabbing, I look like Sugar Ray. Hooking, jabbing and left hooking, jabbing and left hooking. Yeah, I'm a pretty fighter. I don't get it. See how pretty and smooth I am. I don't get cut or marked. I'm something new. The game's alive. One new things will be dead. The reporters got something to write about. The peanut man's gonna make money. The popcorn man's gonna make money. The beer man's gonna make money. The town is alive. This is the biggest sport. I'm participating in the biggest sport that ever took place in the whole wide world. Nothing is as great as me. The biggest thing in the world is a heavyweight champion. And I'm not just going to be ordinary heavyweight champion. I'm going to be the greatest of all. Voilà. Donc là, on arrive à la fin de notre discussion. Est-ce que vous, là, on est dans le cadre de Paris Photo, est-ce que vous voudriez parler de la postérité de William Klein aujourd'hui dans la scène contemporaine? Alors la postérité, elle est tellement vaste en fait que, alors, si on en revient donc à ses débuts et à ce fameux livre New York, en fait, il y a eu un retentissement presque simultané à la parution qui était vraiment très, très fort et international. Donc le livre, il a marqué d'emblée cette génération des années 50. Il y avait notamment récemment une rétrospective de Van der Koken et on pouvait voir que, par exemple, un photographe néerlandais à la même époque voulait faire du William Klein. Donc bon, des noms qui ont été influencés par William Klein, voilà, il y en a pléthore et je pense qu'effectivement, ça ferait pas forcément sens de tous les citer, mais je pense que puisqu'il a réalisé, alors, pour la photographie notamment, hein, tous ses ouvrages, hein, puisque la finalité c'était aussi le livre comme objet démocratique, c'est-à-dire qu'il pouvait passer de main en main. Alors la scène photographique, on va dire, était aussi très différente, hein, mais tout de même, le livre était pour lui vraiment l'objet vers lequel il voulait aboutir toujours. Et donc, il a, par ce biais-là, effectivement, diffusé une manière de faire qui était, voilà, qui s'embarrassait pas effectivement des conventions, etc. Quelque chose qui est de l'ordre d'une signature aussi graphique très forte. Et ça, effectivement, on peut voir à quel point ça a infusé dans la création photographique, à quel point c'est aussi toujours quelque chose qui est vraiment considéré comme assez révolutionnaire. Mais je dirais que peut-être là où il y a encore vraiment quelque chose à regarder de manière attentive aujourd'hui et auquel j'espère que voilà, par exemple les rétrospectives ou des rencontres comme celle-ci où on peut aussi mettre un peu plus sur le devant de la scène aussi sa création cinématographique, donner une image plus complexe et plus fidèle de l'artiste qu'il était et de la façon dont aussi en tant que photographe, finalement, il a embrassé ce système médiatique auquel il prenait part, comment il y a pris position vraiment fortement. Et je pense que alors dans sa photographie, il y a aussi beaucoup de regards caméra.
Alors évidemment, c'est du jeu, mais c'est pas que du jeu. C'est-à-dire qu'il y a aussi, comme quand il pratique ce cinéma direct, comme il a fait par exemple pour Grand Soir Petit Matin ou d'autres, où il vient vraiment poser sa caméra au milieu des gens, au milieu de gens qu'on n'entend pas. Et on parle souvent à son endroit du principe de dévoration, comme ça, de vraiment vouloir tout englober, d'avoir jamais assez de la réalité. Et ce que je trouve toujours très, très fort et très, très actuel dans son travail, même stupéfiant d'actualité, c'est si on considère justement cette époque dans laquelle on est, où on est dans des considérations de réalité alternative, artificielle, etc. C'est vraiment une œuvre qui nous montre qu'on n'épuise pas le réel, quoi, et qu'il y a vraiment, pour l'artiste qui veut se le coltiner, comme lui il l'a fait, c'est une matière, voilà, oui, réellement inépuisable. Là, ce que vous voyez à l'écran, ça fait partie des dernières œuvres de William Klein, donc, que vous connaissez et qui sont aussi dans les couloirs là, de la foire, avec ces contacts peints qui vont vraiment être ce moment comme ça, un peu syncrétique, où il va venir rassembler toutes ces pratiques photographiques, cinématographiques, parce qu'à chaque fois on a la vue d'avant, d'après, et puis le geste du peintre qui revient sur cette fin de parcours artistique. Un mot, Florence, sur la postérité? Moi, l'expérience que j'en ai eue, c'était avec Jean-Paul Gaultier, puisqu'on a fait une exposition à la Cinémathèque avec lui sur les liens entre la mode et le cinéma. Et pour Jean-Paul Gaultier, voilà, William Klein était, dès le début de la préparation de cette exposition, un incontournable et un artiste à qui il voulait rendre hommage. Et dans l'exposition, d'ailleurs, c'est le seul artiste qui a une place aussi importante. Et je pense que chez Gaultier, c'est l'irrévérence de William Klein voilà, qu'il aime, et peut-être dans lequel il se reconnaît aussi peut-être lui-même, en étant un peu cet enfant comment on appelle, l'enfant terrible de la mode, tel qu'il a été souvent décrit, c'est-à-dire un couturier qui a tout le temps joué sur la transgression, que ce soit la transgression de la décence, du bon goût, des normes de genre. Et en allant chercher son inspiration du côté de la rue, des cultures populaires. Donc, et c'est vrai que il a vu chez Klein quelque chose pas qui lui ressemble, mais en tout cas avec qui un peu s'identifier, ayant lui-même été un peu joué avec un peu la marge et le renouvellement de la mode. Mais alors je sais qu'il y a eu aussi une citation ou une revisitation de Klein dans le dernier ou l'avant-dernier défilé de Chanel. Moi, je connais pas les liens de Virginie Viard avec Klein, enfin comment elle a ça dans sa filmographie, ses films de chevet, mais en tout cas, on voit, on se disait que la mode est aussi une grosse machine qui arrive toujours à redigérer les poils à gratter. Mais bon, en tout cas, mais il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, chez Gaultier, bon, l'exposition tourne toujours à l'étranger, et à chaque fois, voilà, tous les 4 mois, Gaultier tient absolument à rendre hommage à Klein, tellement il est si persistant, et pour lui, dont comment dire, la clairvoyance, le style et la clairvoyance et l'irrévérence en font une œuvre toujours très contemporaine, et pas un maître étalon, mais en tout cas une œuvre à laquelle il aime bien se référer et rendre hommage pour réfléchir au monde d'aujourd'hui. Ok. Merci beaucoup. On va finir là-dessus, sur Jean-Paul Gaultier en passeur de William Klein. J'espère qu'on vous aura donné le goût, nous aussi, de replonger dans cette œuvre magnifique et vaste, très très vaste. Merci beaucoup à vous. Merci à Florence. Merci à Raphaël. Merci beaucoup.